Bonjour pour l'ensemble des étudiants de ce module sur la pensée économique, l'histoire, mais aussi sur le module c'est l'histoire de la pensée économique, mais la matière, c'est plus que ça, c'est les théories contemporaines, donc puisque durant tout votre cursus, il n'y a pas un module sur les théories contemporaines, 1945 jusqu'à ce jour, donc je suis chargé de faire donc l'évolution de l'analyse économique depuis la jeunesse, depuis les premières réflexions sur l'économie jusqu'à aujourd'hui. Donc on va voir donc, tous les courants et aussi insister sur les principaux économistes qui ont marqué l'histoire de l'analyse économique. Donc la tâche n'est pas facile, la tâche vraiment n'est pas facile, surtout avec ces conditions difficiles de la crise sanitaire globale qui ne facilite pas les choses pour être dans le régime présentiel. En tout cas, c'est pas uniquement les étudiants du Maroc qui suivent les cours selon ce régime à distance, puisque la situation est similaire partout dans le monde. Même, moi j'ai lu, même en France, il y a des présidents d'universités, de plusieurs universités qui ont donc adressé une lettre signée par plus d'une dizaine d'universités au gouvernement et aux ministres concernés par l'enseignement supérieur pour que l'enseignement présentiel donc soit autorisé à partir du mois de janvier, mais donc j'espère, je ne sais pas si la réponse sera positive, surtout que les conditions ne s'améliorent pas. Donc il y a encore pour nous aussi au Maroc, donc l'horizon n'est pas encore clair. Et ça veut dire que ce semestre, il sera presque, je pense qu'il sera donc, va se dérouler selon le régime de l'enseignement à distance. Et donc donc vous deviez faire des efforts, vous avez tout ce qu'il faut donc pour les supports écrits. Donc, je vous ai envoyé un résumé, mais encore, je vais vous envoyer presque un grand support, un support détaillé, de 37 pages, qui comprend aussi les théories contemporaines et les très détaillés. Vous l'auriez donc le plus tôt possible à côté de votre bibliographie. Donc, il faut pas compter uniquement sur les interventions orales. Les interventions orales, c'est pour vous. C'est vrai qu'on va toucher à l'essentiel. C'est pour vous orienter, c'est pour vous épauler, c'est pour donc vous aurez aussi la parole à partir de la première semaine de janvier. Donc vous pouvez poser vos questions, vos interrogations, vos remarques sur le cours et sur vos inquiétudes, sur vos aspirations, sur vos donc vos soucis quant à ce cours et vos attentes. Donc voilà, c'est vrai que ma méthode, c'est d'abord brosser un tableau sur l'évolution, passer par l'essentiel, montrer donc la relation entre les faits et la théorie, ce qu'on a commencé la semaine dernière, rattacher une théorie, rattacher des réflexions, rattacher des pensées à un contexte. Voilà, chaque théorie, les réflexions, les pensées, il faut donc apprendre à les insérer dans le contexte historique. Et donc, c'est pourquoi je vais revenir encore. Voilà, c'est ma méthode, c'est que pour donc le démarrage d'un cours, les premières impressions, les premières séances, c'est très important pour le cours et pour les étudiants. Donc, c'est pourquoi j'insiste sur cette grande partie qui va jusqu'à Adam Smith, cette grande période historique qui n'est pas considérée comme une période riche en économie. C'est-à-dire que cette période où le raisonnement économique faisait défaut.
C'est-à-dire que le raisonnement économique, un raisonnement véritablement économique, n'a pas eu lieu avant Smith. C'est-à-dire que l'économie n'était pas autonome, n'était pas totalement détachée des préceptes philosophiques, des préceptes moraux, donc des préceptes de considération et préoccupations religieuses, n'était pas donc, il n'y avait pas d'abstraction comme chez les mercantilistes, qui était un courant, mais un courant d'auteurs qui n'étaient pas vraiment des théoriciens, des praticiens, des médecins comme William Petit, Antoine de Montchrétien, Jean Baudin et d'autres, donc Thomas Moon, donc Jean-Baptiste Colbert, même s'il n'était pas, il était surtout un homme d'État, un administrateur. Donc il faut aller chercher l'économie chez des industriels, chez des financiers, chez des banquiers, chez des hommes politiques, pour trouver surtout, pour déceler et extraire des recommandations. C'était des recommandations et non pas vraiment de l'abstraction. L'abstraction, donc, il faut attendre que l'activité économique soit complexe, s'intensifie. Il va s'intensifier dans le contexte de la révolution industrielle. Donc il y a cette relation entre. Si on n'a pas une véritable théorie, c'est parce que le contexte historique ne le permettait pas. Comment? Donc c'est pourquoi il y a une forte interaction entre théorie et fait. Les physiocrates, j'ai déjà montré comment cette école française ne peut pas prétendre à ce statut de théorie et qu'il a été quand même éclipsé après la mort des fondateurs de cette école physiocratique, c'est-à-dire une école qui a été très focalisée sur le rôle de l'agriculture comme un secteur productif et qui a ignoré, sous-estimé le concours à la création de la valeur ajoutée, le concours à la création de richesse des secteurs considérés comme des secteurs stériles, le commerce, l'industrie, l'artisanat, et donc elle a été considérée comme une secte. On l'appelle la secte des économistes, c'est-à-dire des économistes qui étaient très attachés à leur certitude, malgré beaucoup de lacunes. Donc, mais il faut les comprendre, Ces conseillers de l'entourage, de la cour, du roi au niveau du château de Versailles, parce que le roi c'était au château de Versailles, c'est pas Paris, il faut attendre la Révolution française de 1789 pour que soit déplacé vers Paris. Donc le siège de celui qui a la place de l'État français. Et donc c'est une secte qui est très attachée à ses certitudes et qui était des conseillers pour le roi mais pourquoi il faut les comprendre? C'est parce que j'ai déjà souligné ça, c'est parce qu'après 2 siècles et plus, 2 siècles et demi, ces physiocrates ont constaté, même d'autres, les précurseurs de la physiocratie, comme Gilbert de Bois-Guilbert, qui ont considéré comme le premier auteur libéral dans l'histoire de la pensée économique. Ces physiocrates ont constaté que le mercantilisme a sacrifié un secteur productif important pour la France. L'agriculture a été sacrifiée par la vision mercantiliste qui considère que la richesse d'un pays, c'est la détention des métaux précieux. Cette confusion entre richesse et métaux précieux a fait que les pouvoirs publics, ceux qui décident, donc ont été obligés
donc, ont été orientés vers cette direction d'aller donc alimenter le stock d'or et d'argent, aller faire les conquêtes extérieures, donc promouvoir des exportations uniquement sous cet angle d'avoir de la monnaie qui était considérée comme richesse, ce qui fait que les secteurs productifs ont été donc marginalisés, et notamment en France, le secteur, comme la France est un grand pays agricole, donc l'agriculture a vraiment été délaissée, et ce qui fait que il y avait des problèmes de disette, c'est-à-dire de famine, de problèmes de production agricole, et comme la production agricole est un secteur important, donc c'est toute la richesse du pays qui a été donc affaiblie, ce qui fait qu'il faut les comprendre, ils veulent réhabiliter le secteur agricole par rapport parce qu'ils vont se positionner contre les pratiques protectionnistes réglementaires du mercantilisme. Il faut revenir sur aussi sur le début de l'économie, sur cette période où il faut quand même revenir pour quand même montrer encore le poids et le poids. Est-ce qu'il y avait vraiment un poids? Se poser cette question. Est-ce qu'il y avait quand même un poids au niveau de cette période de l'Antiquité et au niveau aussi de la période médiévale, du Moyen Âge? Donc, parce qu'on doit à partir de janvier commencer donc vraiment les théories. On va commencer par les classiques. Donc, pour commencer en janvier, la première semaine de janvier, la théorie classique et insister sur les auteurs de chaque théorie. Donc, on doit quand même boucler, on doit être satisfait de l'analyse, de l'étude de cette période qui va jusqu'au Physiocrate. Donc, la période, il faut dire que les réflexions économiques sont aussi, l'activité économique est aussi vieille que l'humanité. L'activité économique, dès que, donc, c'est vrai on fait savoir qu'avant que l'homme n'allait vivre en société, il vivait seul. Et pour satisfaire ses besoins, le besoin de se loger, le besoin de se vêtir, le besoin de se nourrir, donc il va puiser dans la nature. Pour se loger, donc il va dans les cavernes, il va donc il va bricoler, donc pour se prémunir des aléas, du froid et tout. Donc pour se vêtir, il va donc recourir à l'abattage des animaux, donc pour confectionner des vêtements. Pour se nourrir, il va donc s'attaquer à la nature, la chasse, la pêche. Mais le problème, donc, ensuite, il va donc vivre en société. Mais avant de passer par le marché et l'échange, il y avait cette société. Les hommes étaient donc dans des sociétés tribales, dans des sociétés familiales, où il y avait le voisinage, où il y avait pas la monnaie, où il y avait donc l'échange se fait donc dans le cadre familial, tribal, dans le cadre du voisinage, mais il y avait aussi le troc. Donc le troc, c'est l'échange entre un produit contre un autre d'autres, c'est ça le troc. Il n'y avait pas la monnaie. Donc, mais l'économie, donc c'est pour ça que l'économie, les questions, les problèmes économiques n'allaient se poser que lorsque la division du travail va se développer, lorsqu'il y a un développement de l'échange marchand, lorsqu'il y a la circulation monétaire. Donc, c'est à partir du moment où on va basculer vers la production marchande que les problèmes vont se poser. C'est ça. Donc le problème va se poser lorsque l'échange marchand, la monétarisation de l'économie vont se développer. Donc, et c'est pourquoi cette situation n'existait pas si l'activité économique s'est développée en Grèce et en Chine. Ce n'est que donc à partir en Grèce, et ce n'est à partir donc
des derniers siècles avant Jésus-Christ, vers le 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, si on se limite à cette période du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est vrai, durant cette période, la Grèce ancienne, la Grèce antique, était donc la civilisation était fondamentale dans les arts, dans le domaine de la philosophie, mais le domaine économique n'a été que très peu abordé. Le domaine économique n'était pas trop développé pour plusieurs raisons. La vie matérielle, donc, n'avait pas un grand intérêt. D'abord, parce que pour les philosophes grecs, l'homme libre doit être détaché des contraintes morales et de survie. C'est-à-dire que le côté richesse matérielle ne doit pas l'intéresser. C'est ça la première raison, une des raisons qui fait que donc l'économie n'était pas, l'intérêt économique, les réflexes économiques n'étaient pas assez développés. Donc, à l'époque, donc la vie d'un citoyen se déroule sur deux plans. Le domaine privé, qui est le domaine donc familial, le domaine de la gestion surtout de l'exploitation agricole, qui d'ailleurs le terme économie, il a un rapport avec au début oikos, maison, nomos, règle. Au début c'était ça, c'est la gestion des affaires domestiques, les affaires de la maison. Donc le domaine public, c'est le domaine qui concerne la participation à la vie politique, à la gestion de la cité, la participation à la gestion de la collectivité. En grec, c'est polis, P-O-L-I-S, c'est pas la police, c'est polis S à la fin. Donc, voilà donc la vie d'un citoyen. Et donc, cette vie du citoyen montre que le côté économique, donc, il y a un homme libre. Mais cet homme libre qui va consacrer tout son temps à la philosophie, à la politique, dans le cadre de ce qu'on appelle l'agora. L'agora, c'est le parlement ouvert à tout le monde. Et donc, s'il y a un homme libre, ça veut dire qu'il y a d'autres qui vont faire les tâches économiques à sa place. Donc, c'est pourquoi, à l'époque, donc le système grec, il y avait la liberté pour les uns et l'esclavage pour les autres. Donc, les tâches économiques, ceux qui vont travailler dans l'exploitation agricole, ceux qui vont donc produire, ce sont les esclaves. Donc, les esclaves, donc voilà, c'est ça la société grecque. C'est une société qui a donc. Et les philosophes grecs vont justifier cet esclavage. C'est pour eux, c'est naturel. Il est basé sur une sélection. Donc, ça veut dire qu'il y a un homme qui doit être libre et d'autres qui doivent subir ce système d'esclavage. Et généralement, les esclaves sont des familles étrangères qui vont vendre leurs enfants. C'est pas seulement la couleur de la peau qui fait l'esclavage. Donc, ce sont des familles, des prisonniers de guerre. Donc, c'était des étrangers aussi. Ce qui fait que, donc voilà, l'esclavage, c'est une réalité de la Grèce antique. Un autre facteur qui fait que l'économie était embryonnaire, c'est que l'économie, à l'époque, était une économie agricole et qui recourt à des techniques très rudimentaires, surtout à base des technologies, il n'y avait pas de technologie, des techniques à base de bois, ce qui fait que la productivité était faible, les rendements étaient faibles à l'époque, étaient très faibles, et on avait un mode de propriété, on avait de nombreuses propriétés, donc petites propriétés de petits paysans, avec de vastes domaines appartenant à de grandes familles, à des lignées de familles ou à des spéculateurs, habiles spéculateurs, ce qui fait que
donc ce rendement faible pousse, donc la terre grecque ne pouvait pas nourrir tout le monde, ce qui fait qu'on avait des personnes, des citoyens qui vont donc travailler comme soldats ou bien comme colons. On a cette situation explique aussi l'expansionnisme hellénistique. L'expansionnisme hellénistique, ce terme a été forgé en 1836 par l'historien allemand Johann Gustav Droysen, qui signifie que c'est le critère de la langue, de la culture qui explique ce terme-là, qui signifie qu'il y a un accroissement des pays, c'est-à-dire qu'il y avait des conquêtes en dehors de ces territoires pour aller, donc c'est le roi Alexandre le Grand, le roi de Macédoine, avec les cités grecques, qui vont faire des conquêtes à l'extérieur, qui vont donc en dehors de ces territoires pour aller conquérir des territoires dans le bassin oriental de la Méditerranée, en Asie, donc l'Égypte, au Proche-Orient. Notamment, il va battre le roi de Perse. Donc, ce qui fait que dans ces territoires, ils vont parler la langue grecque. C'est ça l'expansionnisme hellénistique. Et donc, ce qui fait que la faiblesse des rendements a poussé d'aller conquérir d'autres territoires. Et donc, voilà le côté économique de l'époque, le côté de l'organisation en Grèce, l'organisation économique et sociale. Donc, il y a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons qui font que l'économie, donc, il n'y avait pas d'innovation, il n'y avait pas de rendement. Donc, le citoyen consacre tout son temps à la politique, à la philosophie. Donc, le côté intellectuel, les raisons intellectuelles, les raisons sociales. Les raisons sociales, c'est que on avait une main d'œuvre, les esclaves à des prix très bas, ce qui fait qu'ils étaient considérés comme des marchandises, ce qui fait que la question d'innover n'était pas posée puisqu'on peut avoir une main d'œuvre à bon marché, donc pas la peine d'innover. Ce qui fait que le rendement en Grèce à l'époque, l'économie était largement embryonnaire et donc ce qui fait que là, on n'avait pas une théorisation systématique au niveau de l'économie. Ça n'empêche que quand même qu'il y avait des idées économiques chez les philosophes grecs, ces idées qu'il faut aller les chercher pas facilement, mais il faut aller les chercher au niveau de leurs préceptes, au niveau de leurs préoccupations philosophiques. C'était des philosophes, mais ils n'ont pas manqué aussi d'avoir des idées économiques. Et d'ailleurs, les idées de ces auteurs, notamment d'Aristote, vont largement influencer les penseurs arabo-musulmans et les penseurs chrétiens, notamment saint Thomas d'Aquin, plus tard, durant la période médiévale, la période du Moyen-Âge. Donc voilà, Platon, il a rédigé les principaux ouvrages, c'était la République et les lois. Dans la République, Platon était très idéaliste. Il était très idéaliste, il voulait donc une société basée sur le système communautaire, une société idéale où il y a l'harmonie, où il y a la justice, où il y a cette harmonie entre l'individu et la société, et le pouvoir il est soumis à la justice. Il a donc considéré que la société elle est stratifiée, c'est-à-dire au sommet de cette société, on a les gardiens de la cité et les guerriers, ceux qui vont défendre la cité. Il a considéré que ces catégories supérieures doivent donc veiller sur les mœurs, doivent veiller, ils ont cette charge d'être donc sur la bonne organisation de la société. C'est pourquoi il voulait que ces catégories supérieures n'exercent pas d'activité économique. Donc, il faut les écarter des activités économiques. Pourquoi? Parce que pour les philosophes grecs,
ils ont une fonction noble, la politique, donc ils ne doivent pas s'impliquer économiquement, parce que pour les philosophes grecs, s'ils s'impliquent, ils vont être corrompus. Donc c'est pour les prémunir de la corruption, et donc et pour qu'ils ne soient pas donc dévalorisés moralement, donc affectés moralement, pour qu'ils ne subissent pas une dégradation morale. Donc vous voyez, donc c'est très actuel. Lorsqu'on voit comment donc certains chez nous, en Afrique, aux pays arabes, c'est le contraire. C'est ceux qui ont le pouvoir politique qui s'impliquent économiquement. Mais on voit, c'est vrai, que lorsque vous avez un pouvoir, une tâche, gérer la chose publique, normalement, c'est gérer la chose publique, être au gouvernement ou avoir une fonction publique, c'est pour servir l'intérêt général. On voit que dans beaucoup de cas, ce sont les intérêts particuliers qui sont servis et qu'on détourne cette action politique et cette responsabilité pour des fins personnelles, pour des investissements, pour des spéculations, pour des abus, voilà. Mais c'est vrai, c'est actuel. C'est pourquoi la pensée économique, ce qu'on enseigne, vous devez toujours l'adapter à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc, et pour les philosophes, donc pour Platon, d'autres classes, d'autres catégories peu inférieures, comme les artisans et les commerçants, donc ils peuvent donc travailler dans le cadre, peuvent donc avoir une propriété privée, contrairement à la première catégorie, aux catégories supérieures, les gardiens de la cité et les guerriers qui ne doivent pas avoir une propriété. Donc le régime de propriété privée, il est interdit à ces premières catégories ou catégories supérieures. Même ils n'ont pas leurs enfants, ils n'ont pas leurs propres enfants. Les enfants de ces catégories supérieures sont élevés en commun et leurs mères ne peuvent pas les reconnaître. Les catégories, donc, par contre, les catégories inférieures, ils peuvent exercer du commerce, des artisans, donc ils peuvent donc travailler dans le cadre du système de la propriété privée. Donc voilà, Platon, après dans les lois, il va rectifier cette cité idéale, son idéalisme, c'est-à-dire son idéalisme et son monde virtuel, qui n'est pas le monde sensible. Il va donc rectifier pour être plus réaliste dans l'ouvrage Les Lois, pour être plus réaliste, donc réfléchir donc sur une société qui sera donc par des législations. La législation donc va s'occuper de la composition de la population, de la distribution des terres, de la répartition des activités, donc de l'administration de l'État. Donc voilà, donc Platon, il va quand même, dans l'ouvrage Les Lois, il va être plus réaliste. Platon, il est pour la justice distributive, c'est-à-dire il faut distribuer les biens et les richesses de façon égalitaire. On va voir qu'avec Aristote, il est pour une justice commutative, c'est-à-dire distribuer, c'est une justice dans l'échange, c'est-à-dire chacun doit être satisfait dans l'échange, toutes les parties doivent être satisfaites, donc chacun devra recevoir l'équivalent de ce qu'il va donner. C'est ça la justice commutative, c'est-à-dire qu'il y a quand même la notion d'effort, la notion de mérite. C'est pas comme chez Platon, la justice distributive, c'est-à-dire l'égalité dans la répartition des richesses. Aristote, il est considéré plus pragmatique que Platon, c'est-à-dire au communisme platonicien. Aristote va opposer l'administration familiale comme le noyau et la base de l'organisation sociale. Donc c'est ça. Donc il va travailler au niveau de la famille. Et Aristote, c'est vrai qu'il est comme Platon, il est favorable à l'esclavage, il est favorable à cette société, donc stratifiée, à cette société où il y a donc pour lui l'esclavage, c'est une question donc naturelle. Il faut pour lui des esclaves et à côté il y a des hommes libres. Donc Aristote, il est considéré comme
plus important en matière des questions économiques par rapport à Platon, c'est-à-dire qu'il a aussi traité les questions de la monnaie. La monnaie qui est un étalon de mesure, un instrument de transaction, un instrument d'épargne. Donc, il a aussi, on considère qu'il a précédé Smith en matière de la valeur d'un bien et qu'il a distingué entre la valeur d'usage et la valeur du change déjà à l'époque. Donc, c'est vrai que Aristote partage beaucoup de choses avec Platon sur la question de la richesse. Les deux condamnent la richesse matérielle, c'est-à-dire l'accumulation des richesses, investir pour accumuler, le prêt à intérêt. Donc, ils vont condamner le fait de vouloir faire de la richesse par la richesse, c'est-à-dire des investissements, ou bien considérer la thésaurisation de la monnaie comme une richesse. Donc, pour les deux, la richesse, c'est la richesse en bien. Il appelle donc, pourquoi il utilise l'expression de climatistique. Il y a une climatistique naturelle, c'est-à-dire la richesse naturelle, la richesse en bien. Pour les philosophes grecs, cette richesse, elle est indispensable. C'est la richesse en produit utile. Donc, c'est une richesse, bonne richesse. Il y a la mauvaise richesse, la fausse richesse, c'est la climatistique mercantile. C'est lorsque vous allez donc faire de la richesse par des spéculations, par le prêt-intérêt. Donc, cette richesse, elle était sévèrement condamnée par les philosophes grecs. Voilà donc ce qui est donc les choses qu'il faut donc montrer aux étudiants concernant donc l'apport des Grecs. Mais il y a aussi Xénophon. Xénophon aussi, c'est lui qui a l'origine du mot économie dans son ouvrage L'économique. Donc cette expression a été utilisée. C'est vrai déjà Hésiode au 8e siècle, mais généralement n'est pas cité, mis à part par quelques auteurs comme Jean-Marc Daniel dans ses ouvrages. C'est lui qui a cité cet auteur Hésiode, qu'il est le premier à avoir utilisé cette expression d'économie, mais généralement, partout dans le monde, on impute le terme, la première utilisation du terme économie à cet auteur grec, Xénophon, dans son ouvrage L'économique, qui est un ouvrage consacré à la gestion du domaine agricole. Donc, cette expression économie, donc c'est oikos, maison, nomos, règle, oikonomia, c'est-à-dire l'économie serait donc l'art de gérer la maison, c'est la gestion des affaires domestiques. Et ce terme donc va être élargi à cette expression d'économie politique lorsqu'on va s'intéresser à la gestion des ressources au niveau d'une collectivité par un État. Donc à ce moment-là, on peut parler d'économie politique. Le premier qui a utilisé cette expression d'économie politique, c'est l'économiste mercantiliste, parce qu'il fait partie de ce contexte du mercantilisme. C'est Antoine de Montchrestien, le François Antoine de Montchrestien, en 1615, dans un traité sur l'économie. Donc, c'est lui qui a utilisé cette expression d'économie politique. Il y a en Chine aussi, donc l'activité économique a été développée en Grèce à l'époque, mais aussi en Chine pré-impériale. La Chine pré-impériale et impériale, donc par deux théories, pas deux philosophies, on les appelle des fois des religions, par des philosophies, deux philosophies, le taoïsme et le confucianisme. Le taoïsme, c'est cette philosophie, cette religion, cette philosophie qui est développée par des auteurs mystiques au niveau de la Chine impériale à l'époque. Et c'est le fondateur du taoïsme. Donc, le taoïsme, ça vient de l'expression Tao. Tao, c'est le principe régulateur de l'univers, va mentionner comme la thèse et l'antithèse, c'est-à-dire que l'univers est gouverné par ce mouvement. Et le fondateur, c'est Lao Tzu ou Lao Tzu. C'est le vieux maître, c'est donc
Et le taoïsme, c'est une forme de philosophie qui prend la non-intervention. Il ne faut pas intervenir. Il ne faut pas avoir des passions. Il ne faut pas avoir un grand désir. Il faut essayer de limiter les désirs pour vivre le plus proche de la nature, selon les normes. Donc, il y a un ordonnancement naturel qu'il ne faut pas perturber. Il faut se soumettre à une nature. Donc, pour le taoïsme, et donc l'homme civilisé, la base du problème vient de la civilisation. Donc, l'homme civilisé cupide et avide de pouvoir, avide de richesse, de biens, fausse, c'est lui qui entraîne les problèmes et éloigne l'homme du bonheur. C'est ça le taoïsme. Donc, ils vont donc pour les taoïstes, le taoïsme, donc ils considèrent que le seul secteur qu'il faut développer, c'est la production agricole. Donc, il ne faut pas s'intéresser à d'autres secteurs. Donc, la production agricole est c'est une activité pour le taoïsme indispensable. Donc, voilà ce mouvement qui est contre la civilisation, contre le désir de l'homme. Donc, l'homme, pour qu'il soit heureux, doit pas limiter ses ambitions, ses désirs. Il ne doit pas être cherché par le pouvoir. Ils sont donc contre l'intervention de toute puissance, donc de toute autorité. Donc, il faut vivre selon les normes de la nature. Par contre, le confucianisme, c'est en référence à Confucius, Maître Kong ou Kongzi, c'est le contraire au mysticisme du taoïsme. Le confucianisme oppose l'organisation de la société. Donc, il voulait que l'homme soit vertueux, soit donc sage, soit donc guidé par la raison. Donc, le taoïsme, c'est une philosophie qui cherche à forger la personnalité de l'individu, mais avec des implications économiques, qui a des implications économiques et sociales. Ça veut dire que l'individu, par sa personnalité, par sa vertu, par son bon comportement, il va entraîner des retombées sur toute la société. Donc, ils sont favorables aux institutions. Le rôle de l'État est indispensable selon la philosophie, donc cette philosophie, selon le confucianisme. Donc, le rôle de l'État est très important dans la société. Le rôle de l'État, donc, pour organiser la société, pour l'éducation, pour intervenir dans le domaine économique, dans le domaine social. Ils ne sont pas contre le confucianisme, donc pas contre la richesse matérielle, pourvu que la richesse soit affectée pour le bien, pour l'intérêt général. Donc ils veulent une intervention de l'État dans l'échange, dans la production, pour limiter les inégalités. Voilà donc les deux philosophies chinoises qui vont influencer la Chine d'après jusqu'au XXe siècle. Donc le confucianisme va influencer la civilisation chinoise jusqu'au début du XXe siècle. Donc il a eu une influence sur la société, sur la population chinoise, sur l'organisation politique et l'organisation sociale. Après une période romaine où vraiment il y a une absence d'économie, ou une période qui était vraiment caractérisée plutôt par le droit romain, l'économie généralement n'a pas retenu l'attention des auteurs de l'époque romaine. Après, ça sera donc le Moyen Âge. Le Moyen Âge va être caractérisé par deux pensées. En économie, surtout les deux pensées ont un caractère religieux. La pensée économique de l'islam et la pensée économique chrétienne. La pensée économique, c'est vrai qu'après la pensée économique
de l'islam. Après la mort du prophète, donc à son apogée, la dynastie abbasside va s'élargir, va élargir son pouvoir jusqu'au Pakistan, donc en passant par l'Afrique du Nord, par plusieurs pays. Donc il va étendre son pouvoir vraiment au-delà, donc presque la péninsule ibérique et d'autres pays en Afrique, en Asie. Donc il va étendre son pouvoir, cette dynastie. Il va cette période a été caractérisée par une centralisation politique à travers le rôle des califes qui vont donc mettre en place une administration fiscale efficace. Ils vont donc il y aura une administration fiscale. Il y aura donc une implication des califes sur ce plan-là. Et durant cette période, on avait avant donc la décadence, de ce vaste empire musulman, on avait des auteurs importants dans plusieurs domaines, dans le domaine de la médecine, la sociologie, l'histoire, la philosophie. Et ces auteurs avaient leur mot à dire sur les questions économiques. Généralement, on avance que les penseurs arabo-musulmans n'ont fait que traduire, c'est-à-dire que la pensée arabo-musulmane de l'époque, la pensée économique de l'islam, n'est qu'une copie pâle des idées d'Aristote et de Platon. Mais généralement, c'est faux. C'est le fait de dire que c'est une copie pâle, c'est de ne pas le rendre mérite, le rendre donc hommage, comme quoi quand même ils ont fait un travail d'adaptation. C'est vrai qu'ils se sont servis des écrits de Platon et d'Aristote, mais ils ont adapté ces écrits à la réalité islamique, à la réalité de leur pays. Donc, ils vont faire ce travail d'accorder ces écrits avec la morale du Coran, la foi et la raison. Donc, voilà. Donc, Al-Farabi s'est inspiré de Platon pour accorder l'organisation politique à la situation sociale arabo-musulmane. Averroès, Ibn Rushd et Avicenne, Ibn Sina vont s'inspirer des idées aristotéliciennes, des idées d'Aristote. Donc, il y a d'autres, le Birini, qui va s'intéresser surtout qui va être considéré comme un précurseur de Malthus, puisqu'il s'intéresse au rapport entre population et subsistance. Il va montrer comment la croissance de la population et des animaux, donc, elle est plus forte que la croissance des produits alimentaires. Et donc, pour lui, des accidents naturels vont ramener les effectifs des populations à des niveaux acceptables. Donc, il y a Ben Khaldoun que vous auriez donc je vais vous déposer un large des documents sur Ben Khaldoun avec d'autres, mais Ben Khaldoun, ça sera plus détaillé. Généralement, je pose dans les dernières, une question a été posée sur Ben Khaldoun parce qu'il est considéré dans tous les manuels de la pensée économique, donc il est cité par rapport aux autres. Le plus cité, c'est Ben Khaldoun. Donc il a des idées, j'ai déjà développé les idées sur la fiscalité. Il est considéré comme ayant des idées proches d'Arthur Laffer parce qu'il était favorable à une fiscalité très faible, trop d'impôts tue l'impôt, pour ne pas décourager les investissements. Il a traité la question du cycle, qui sera traitée plus tard par Kondratiev et par Juglar, par d'autres. Donc, comment après des phases de prospérité vont succéder des phases de déclin. Donc, les penseurs arabo-musulmans se sont intéressés aussi à la question de la richesse, la question des prix. Donc, la question des inégalités. Donc, c'est pas comme les penseurs grecs. Les penseurs arabo-musulmans, pour les inégalités sociales, considèrent les inégalités sociales comme naturelles
ils vont pas condamner. C'est comme si les inégalités sociales, comme s'il s'agit donc c'est naturel. Donc il accepte les inégalités sociales dans la société. Il justifie, il explique cette situation par le fait que la richesse peut provenir du travail ou de l'héritage. Donc celui qui est pauvre, donc il doit s'intégrer au processus des échanges pour gagner sa vie et pour avoir la survie. C'est ça, donc les penseurs arabo-musulmans donc, ne sont pas contre les inégalités sociales. Aussi la question du prix, et donc ils sont pour le marché. Ils sont pour le marché. Ils expliquent donc un bien est cher parce qu'il est rare, un bien il n'est pas cher, et il est donc à bas prix parce qu'il est abondant. Mais ils vont condamner certaines pratiques. Ils vont condamner le monopole, donc qui fausse les règles du jeu, le fait de monopoliser un produit, la production d'un produit ou bien un produit dans le commerce. Donc, ils vont vraiment condamner la pratique du monopole. Ils vont condamner le recours au troc comme un recours qui fausse les règles du marché. Donc, ils vont condamner aussi le prêt, l'usure. L'usure, c'est quoi? L'usure, c'est lorsque vous allez donc accorder un prêt moyennant un intérêt. Donc, ils vont condamner sévèrement l'usure parce que, selon ces penseurs, l'usure, la pratique du prêt-intérêt, il frappe, il est contre les règles de l'équité, de la liberté et de l'égalité. La pensée économique chrétienne, on a deux courants. C'est la période qui va du Xe siècle jusqu'au XIVe siècle. On avait deux courants. Un courant nominaliste, composé de certains penseurs chrétiens français, Jean Buridan et Nicolas Orès. Mais le courant le plus réaliste et le plus connu, c'est le thomisme, en référence à saint Thomas d'Aquin, cet Italien, ce Dominicain, qui est donc considéré même jusqu'à aujourd'hui comme l'économiste de l'Église. Il est pour l'Église une référence incontournable. Saint Thomas d'Aquin, donc Saint Thomas d'Aquin, il est considéré comme celui qui va continuer, qui va donc prolonger, donc qui va reprendre les travaux, les écrits d'Aristote, comme les penseurs arabo-musulmans, mais qu'il va aussi les adapter à la morale chrétienne. Donc lui, il est considéré donc comme un théologien. C'est un théologien, c'est la pensée, une référence pour la pensée scolastique. La pensée scolastique, ça vient du terme latin scholasticos, c'est-à-dire c'est une théologie, une philosophie religieuse enseignée à l'université au Moyen-Âge. C'est ça, donc, la pensée scolastique. Et saint Thomas d'Aquin, il va reprendre les questions de pré-intérêt, il va reprendre les questions, il est pour la propriété privée, et il est pour la propriété privée, il est donc, pour saint Thomas d'Aquin, donc il était pour pour la propriété privée. Pourquoi? Parce que pour lui, la propriété privée, c'est pas pour lui, tout appartient à Dieu. C'est-à-dire que l'individu ne possède rien, donc les biens appartiennent à la collectivité, à Dieu. Mais pour lui, lorsqu'un bien appartient à tout le monde, on est amené à le négliger, à ne pas prendre soin de ce bien. C'est pourquoi il défend la propriété privée, parce que pour lui, la propriété privée permet de prendre soin des produits dont on dispose. Les produits dont on dispose, on va donc les donner plus de précautions, plus de soins par rapport aux biens qui sont en commun. C'est selon cette optique qu'il va défendre la propriété privée. Mais là aussi, la question
pour saint Thomas d'Aquin, il va montrer comment l'État ne doit pas frapper cette propriété privée par les impôts. Il était contre la pratique des impôts par l'État parce que pour lui, l'État, les églises ont leur domaine et donc ils doivent user des domaines, ils disposent de domaines et donc ils doivent tirer leurs ressources de ces propriétés, de ces domaines. Vous voyez, et il a montré comment 10% de la richesse d'un impôt donc doit aller à l'Église. La dîme, il y avait un impôt, la dîme, qui était donc 10% de la richesse sous forme de dîme doit aller à l'Église. Et la question des prix, saint Thomas d'Aquin, donc la question du prix s'inscrit dans les textes des philosophes grecs, mais aussi dans l'influence juridique romaine. Donc il va puiser dans les deux. Donc pour expliquer la question du prix, il va s'inspirer des idées d'Aristote, mais aussi il va recourir au texte, au droit romain, le code justinien, en référence à Justinien, l'empereur qui va rassembler tous les textes de l'époque sous forme d'un code. Et donc, dans ce code, on stipule, donc il y a des sanctions contre le crime qui s'appelait donc le crime laesio enormis, c'est-à-dire des sanctions contre la pratique des prix exorbitants, des prix très excessifs. Donc, saint Thomas d'Aquin, il va s'inspirer du code romain, ce qui est stipulé pour sanctionner la hausse des prix, un prix qui sera pratiqué, un prix exorbitant, au-delà donc d'un prix quand même acceptable, et aussi des idées d'Aristote. Voilà donc la période médiévale qui était caractérisée par deux pensées, la pensée économique de l'islam et la pensée économique chrétienne. Là, après cette période, donc il y a le début de ce contexte du début du XVIe siècle, qui va donc être le début, la période du courant mercantiliste. Ce courant mercantiliste qui va être caractérisé donc par un contexte politique et un contexte économique. Un contexte politique marqué par la présence au niveau, donc c'était à la mode, des monarchies absolues au niveau des pays européens. Et à l'époque, donc on avait vers donc la fin, le début, on avait quand même le début du XVIe siècle, ça coïncide avec la publication du Prince de Nicolas Machiavel en 1513. Cette publication marque une rupture fondamentale avec la pensée scolastique, la pensée religieuse, puisque donc l'ouvrage de Machiavel va être rédigé dans ce contexte, c'est comme une réponse à ce contexte d'instabilité politique des petits États d'Italie. Et donc cet ouvrage de Machiavel, donc c'est comme s'il s'agit d'enseignement, donc c'est pour faire face à cette situation et pour donc permettre, donc montrer comment conserver, pérenniser et comment donc renforcer le pouvoir. C'était ça le but de cet ouvrage. La fin justifie les moyens. Tous les méthodes sont bonnes pour garder le pouvoir, le renforcer, quitte à recourir à des actes, à des comportements illégaux.
Donc pour lui, toutes les méthodes, l'amour du peuple, la démagogie, l'hypocrisie, l'assassinat, le crime, liquider un opposant, sauf qu'il fait, dans l'ouvrage de Machiavel, il ne fait pas l'apologie du crime. Pour lui, il ne faut pas, vraiment, l'État ne doit pas être un criminel. Il peut recourir des fois à des assassinats, mais il ne doit pas assassiner tous les opposants. C'est pas, donc, ça veut dire, donc, c'est ça, à la fin, justifier les moyens. Donc, l'ouvrage de Machiavel a vraiment été, c'est vrai, certains le considèrent comme neutre, comme amoral, mais pour d'autres, il était considéré comme immoral, comme vraiment une nouveauté à l'époque par rapport au contexte de l'époque qui était marqué par l'influence de la religion, par le côté moral. Donc, c'est comme si l'ouvrage de Machiavel a osé donc franchir des barrières. Donc pour Machiavel, donc, il faut que les États, les chefs d'État, donc, s'adaptent aux circonstances. Donc, Machiavel était très pragmatique. Donc il a voulu que la manière de gouverner s'affranchit des considérations éthiques et des considérations morales. Donc, c'est pourquoi donc ça n'a pas plu à l'époque à plusieurs. C'est pourquoi donc les écrits de Machiavel ont été très condamnés à l'époque. Mais un autre auteur de l'époque, un philosophe aussi politique, Giovanni Botero, il va replacer les idées de Machiavel dans un cadre plus moral. Il va justifier certains comportements de la puissance souveraine par la raison d'État, ce qui fait que l'État et l'intérêt général sont au-dessus des intérêts particuliers et que l'État peut des fois recourir à des actes qui peuvent paraître illégaux, injustes, mais il a ses raisons. C'est-à-dire qu'il fait certaines actions difficiles à accepter, mais la raison, elle est bonne. Il cherche l'intérêt général. Donc, il peut des fois recourir à certaines actions, à certains comportements qui passent mal chez la population. Donc, c'est lui qui a forgé pour la première fois la notion de raison d'État. Donc, voilà, le contexte de l'époque, c'était ça. On voulait un État fort, un État puissant, des princes forts pour enrichir la nation, des États capables d'aller faire les guerres, de mettre en place des barrières protectionnistes, pour stopper la sortie des exportations, pour décourager les importations, pour stopper les importations. Parce que les importations occasionnent une sortie de monnaie, donc il voulait des réglementations, des protections, empêcher les importations, mais encourager les exportations pour avoir des balances commerciales excédentaires. C'était ça le but. Le but, c'est d'avoir un stock de monnaie, un stock de métaux précieux, faire les conquêtes extérieures, aller coloniser d'autres territoires, aller réussir les guerres pour être indemnisé. Donc, c'était ça. Donc, l'État, on avait besoin d'un État fort dans cette optique où on a fait la confusion entre richesse et détention des métaux précieux. Dès qu'on a fait cette confusion, que la richesse, c'est la détention de monnaie, la détention de métaux précieux, donc les conséquences qui en découlent, c'est il faut que l'État s'active, il faut que l'État soit au service de cette richesse par les guerres, par les réglementations, par le protectionnisme. Et aussi, de l'autre côté, on ne peut pas avoir un État fort sans richesse. Donc, la richesse aussi va servir à la puissance de l'État, parce que l'État va prélever une grande partie de la richesse pour financer l'armement, pour financer sa guerre, pour financer les dépenses du roi, qui ont besoin de l'entretien de leur château. Donc, c'est ça. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. La richesse a besoin d'un État puissant, un État puissant a besoin de ressources. Voilà donc le mercantilisme. Cette perception de la richesse
va vraiment va être accusé plus tard, après le début du XVIIIe siècle, par d'abord le précurseur de la physiocratie, Gilbert de Bois-Guilbert, Richard Quéantillon et d'autres, avant vraiment les physiocrates, avant les codes physiocrates, il y avait des précurseurs fin du 18e, début du 18e siècle, donc fin du 17e, début du 18e, il y avait des auteurs qui vont condamner les pratiques protectionnistes du mercantilisme. Donc aussi les physiocrates vont s'insurger pour critiquer et pour dénoncer le mercantilisme comme étant un système qui a asphyxié, qui a fait l'asphyxie de l'agriculture française, qui a sacrifié des secteurs importants pour la France. Donc, c'est pourquoi il explique la misère française, le déclin français par les pratiques protectionnistes de l'époque. Donc, voilà. François Quesnay, les physiocrates, on avait François Quesnay, j'ai déjà souligné qu'il s'agit d'un médecin, un docteur en médecine, et que sa fonction de médecin va largement influencer sa manière d'analyser l'économie, puisqu'il va considérer l'économie comme un corps humain dans lequel circulent le sens et les marchandises. Donc, il va être à l'origine de ce tableau économique, qui est une analyse sous forme de zigzag, c'est-à-dire tableau entrée-sortie. Il est considéré comme le premier à avoir donc déjà jeté les bases de ce qu'on appelle la comptabilité nationale, tableau entrée-sortie, donc les inputs et les outputs. Mais Turgot il est plus important par rapport, même si Quesnay il est considéré comme le fondateur de la physiocratie, mais Turgot il est plus opérationnel parce que ses idées ont été mises en pratique. Il a été nommé en 1774 par le roi Louis XVI comme contrôleur général des finances. Il a été chargé de réduire la dépense publique. Il a mis vraiment un programme de réforme des finances publiques, de réforme. Il voulait limiter les dépenses publiques, mais augmenter les recettes publiques. Il va même créer des sociétés de transport entre les grandes villes françaises, les turgotines. Donc, il a réglementé les prix. Il voulait encourager les producteurs. Il voulait encourager les producteurs. Donc, il a organisé certains marchés. Donc Turgot, il était considéré comme l'homme des réformes, mais le problème, c'est que le problème de Turgot, c'est que à un certain moment, donc, il a été mal apprécié même par son entourage au niveau de la haute administration de l'époque. Et d'ailleurs, il y avait des révoltes parce qu'il y avait des famines à l'époque. Il y avait des famines, donc des problèmes au niveau de la farine, la rareté de la farine, problème au niveau de farine, donc la rareté des blés au niveau et donc un problème de famine, ce qui fait, on a même parlé de la guerre des farines, donc la rareté, il y avait un problème de production agricole, ce qui fait que Turgot va perdre de sa crédibilité, il va être écarté de sa fonction. Donc voilà, on va pas, cette partie, on va pas, donc des fois on peut l'aborder, mais vraiment on doit commencer la théorie classique la première semaine de janvier. Donc la théorie classique, ça sera pas le lundi, ça sera donc exceptionnellement, ça sera le mardi, le 5 janvier, donc sur la théorie classique, uniquement sur la théorie classique. Donc chaque séance, on va traiter une théorie avec ses idées, son contexte historique et avec ses principaux auteurs. Voilà, parce qu'il nous reste quand même, il nous reste le mois de janvier avec des rattrapages, donc il nous reste aux environs de 7-8 séances
Oui, intervention orale. Je vous remercie et je vous souhaite bonne année 2021, mes meilleurs voeux avec je vous souhaite bon courage, surtout dans ce contexte de crise sanitaire globale qui ne facilite pas les choses. Donc, je vous remercie.